Didier était un homme à la réussite incontestable. Un magnate de la bourse, propriétaire d'une prestigieuse chaîne de magasins de voitures de luxe et habitant d'un somptueux manoir dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville. Sa vie semblait être une vitrine de pouvoir et de richesse, mais en coulisses, les fondations de son monde commencèrent à s'effondrer. Sa femme, Louise, était une femme charismatique et pleine d'énergie. Passionnée par l'activité physique, elle avait décidé, il y a environ 4 mois, de devenir coach sportive. Didier ne cachait pas son mécontentement face à cette décision. « Tu n'as pas besoin de travailler, Louise. Je gagne largement de quoi nous faire vivre confortablement pour le reste de nos jours », argumentait-il souvent. Mais Louise était déterminée. Ce n'était pas une question d'argent, mais de sens. Elle voulait se sentir utile, avoir une routine qui nourrissait sa passion pour le mouvement et la santé. Pour ceux qui les observèrent de l'extérieur, Didier et Louise formaient dans le couple parfait. Jeune, beau, entouré de luxe. Des dîners dans des restaurants étoilés, des voyages vers des destinations exotiques et des voitures de sport garées dans l'allée de leur manoir étaient les symboles de la vie dont beaucoup rêvaient. Mais derrière ces murs élégants, un vide grandissait comme une ombre silencieuse. Didier était un homme calculateur et méthodique. Son esprit était constamment occupé par des chiffres, des graphiques et des stratégies pour maximiser ses profits. Louise, quant à elle, aspirait à plus de présence, plus de connexion. La routine intense et le manque de communication avaient commencé à éroder leur relation. Les conversations étaient devenues des disputes, et les disputes, des silences insupportables. Le point le plus sensible de leur relation était l'infertilité de Didier. Malgré leurs efforts pour sauver les apparences, l'incapacité d'avoir des enfants était une blessure ouverte qu'ils évitaient soigneusement de toucher, mais qui refaisait surface inévitablement lors des moments de tension. Louise, bien qu'elle tentât de comprendre, ne pouvait cacher son désir ardent de devenir mère. « On pourrait essayer une insémination artificielle, Didier », proposa-t-elle un jour, presque suppliante. « S'il te plaît, Didier, faisons une insémination artificielle. C'est mon plus grand rêve. » Mais Didier fut catégorique. « Non, Louise, je préfère l'adoption, même à contre-cœur, uniquement pour te faire plaisir. Mais je refuse de me soumettre à ces procédures artificielles. Ce n'est pas pour moi. » Son ton était froid, presque définitif. Louise sentit son cœur se serrer. Elle savait que Didier était traditionnel à bien des égards, mais son refus d'explorer toute alternative semblait inflexible. Pour elle, c'était une autre barrière infranchissable qui se dressait entre eux. Elle désirait ardemment l'insémination artificielle, expliquant qu'elle voulait ressentir les sensations de la grossesse. Un soir, alors qu'ils dînèrent dans un restaurant raffiné, le silence régnait comme une troisième présence à leur table. Didier était plongé dans ses pensées, passant mentalement en revue les chiffres de la bourse, tandis que Louise jouait avec sa nourriture, sans appétit. « Didier, dit-elle soudainement, rompant le silence. « On ne peut pas continuer comme ça. On dirait qu'on vit des vâtés séparés sous le même toit. » Il leva les yeux, surpris, mais incapable de trouver quoi dire. Louise poursuivit. « Je sais que tu penses que ma décision de travailler était une sorte d'affront, mais j'en avais besoin. J'avais besoin de quelque chose qui me donne un sens, parce qu'à la maison, nous sommes vides. »« Vides ? Tu as tout, Louise, » répondit-il, sa voix empreinte d'une frustration contenue. « Tout ce que l'argent peut acheter. »« Mais ce que l'argent ne peut pas acheter, Didier ? Une famille, un enfant, le bonheur. J'ai l'impression d'étouffer parce que nous n'avons même pas l'opportunité d'essayer autre chose. » Didier fronça les sourcils. « Je t'ai déjà dit, Louise. Je pourrais envisager l'adoption, mais ce serait uniquement pour te faire plaisir. Mais toi, tu ne veux pas. Je ne vais pas soumettre mon corps ou mon esprit à ce processus d'insémination artificielle. Tu dois l'accepter parce que je ne changerai pas. » Ces mots, prononcés avec froideur, blessèrent Louise comme une lame. Elle comprit que l'homme assis en face d'elle était quelqu'un qui ne céderait jamais, même si cela signifiait sacrifier son rêve. Après cette soirée, Louise commença à réfléchir à ses propres choix, ses désirs. Pourrait-elle continuer à vivre aux côtés de Didier, acceptant son refus de construire une famille d'une quelconque autre manière ? Leur amour était-il encore assez fort pour surmonter une telle divergence ? Didier, de son côté, continua à enfouir ses sentiments dans les chiffres et les stratégies, refusant de faire face à l'impact de ses paroles ou au poids de ses décisions. Pour lui, céder aurait été une forme de faiblesse,
quelque chose d'incompatible avec l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien. La perfection qu'ils affichaient au monde n'était qu'une façade. Derrière, il y avait un couple qui luttait contre ses propres insécurités, ses désirs et ses convictions. Didier et Louise étaient à un carrefour. Lui refusait de renoncer à ses principes, tandis qu'elle se demandait si elle pouvait continuer à vivre une vie qui ne reflétait pas ses rêves les plus profonds. L'avenir du couple était incertain, comme une route plongée dans le brouillard. Y aurait-il une réconciliation ? Ou était-ce le début de la fin d'une histoire qui, aux yeux du monde, semblait si parfaite ? Le temps le dirait. Didier, malgré son tempérament méthodique et réservé, savait exprimer son affection à sa manière. Il connaissait l'amour de sa femme Louise pour les célébrations discrètes mais élégantes. Pour son anniversaire, il décida d'organiser une fête spéciale dans leur manoir, invitant des amis proches et quelques membres de la famille. La fête devait être une surprise, un geste pour tenter de raviver la connexion entre eux qui s'était affaiblie avec le temps. Didier s'occupa personnellement de chaque détail. Le buffet comprenait les plats préférés de Louise, la décoration était sophistiquée et un gâteau personnalisé reprenait le thème du fitness, reflétant sa passion pour l'activité physique. Il voulait qu'elle se sente spéciale, aimée, et peut-être qu'elle redécouvre ce qui les unissait autrefois. Le grand jour arrivé, les invités commencèrent à arriver. Tous louaient l'élégance de la fête et l'attention portée aux détails. Mais au fil des heures, une chose devint de plus en plus évidente. Louise n'était pas là. Au début, Didier pensa qu'elle avait peut-être été retenue au travail ou qu'un contretemps l'avait empêchée de venir. Il essaya de l'appeler sur son téléphone portable, mais ne reçut qu'un message indiquant que le téléphone était hors réseau. Les amis commencèrent aussi à s'inquiéter. « Elle ne ferait jamais ça », commenta l'un d'eux. Louise n'est pas du genre à disparaître sans prévenir. La fête, qui avait été joyeuse et pleine de conversations, sombra dans un silence gênant. Didier, essayant de garder son calme, interrogea chaque invité, demandant si quelqu'un avait des nouvelles d'elle. Personne n'en avait. Vers minuit, il décida d'annuler la fête. Il s'excusa auprès de tout le monde et, visiblement tendu, rangea les restes d'une soirée qui aurait dû être spéciale. En fermant la porte du manoir, il sentit un vide glacial s'étendre dans sa poitrine. Le lendemain matin, Didier se réveilla après une nuit agitée, toujours sans nouvelles de Louise. Il appela tous ses amis les plus proches, ses collègues de travail et même les voisins. Mais personne n'avait d'informations. Inquiet, il se rendit à la salle de sport où Louise travaillait comme coach sportive, seulement pour découvrir qu'elle n'y était pas apparue la veille. Le réceptionniste confirma que Louise avait un rendez-vous prévu ce matin-là, mais qu'elle ne s'était jamais présentée. N'ayant aucune autre option, Didier se rendit au commissariat pour signaler la disparition. Il expliqua aux policiers de service ce qui s'était passé, décrivant leur dernière interaction. « Elle est sortie de la maison le matin pour aller travailler, tout semblait normal », dit-il, visiblement bouleversé. Elle n'a mentionné aucun voyage ou quoi que ce soit d'inhabituel. Elle a simplement disparu. Le policier posa les questions habituelles. A-t-elle déjà disparu auparavant ? Avait-elle un comportement étrange ces derniers jours ? Y a-t-il eu un problème récent entre vous deux ? Didier répondit négativement à toutes ces questions. Malgré leur dispute, rien n'indiquait que Louise avait l'intention de partir. Ainsi commença la recherche. Les amis, la famille et la police se mobilisèrent pour tenter de retrouver Louise. Des photos d'elle furent partagées sur les réseaux sociaux et Didier utilisa toute son influence pour activer des contacts et intensifier les efforts. La presse locale commença à relayer l'affaire, décrivant Louise comme une femme saine et heureuse, sans antécédent de disparition. Les jours passèrent et aucune piste concrète ne se dessina. La police traça le téléphone portable de Louise, mais il semblait avoir été éteint ou perdu. Les caméras de sécurité de la salle de sport montrèrent qu'elle n'était jamais arrivée ce jour-là, mais elles ne montraient pas non plus d'image d'elle quittant le manoir. Didier était au bord du désespoir. Le manoir, autrefois vibrant grâce à la fête planifiée, ressemblait désormais à un mausolée de souvenirs récents et de questions sans réponse. Il revivait chaque détail de leur dernière conversation, cherchant des indices qu'il aurait pu négliger. Louise avait-elle planifié de quitter sa vie ? Quelque chose de plus sombre lui était-il arrivé ? Il oscillait entre la peur de ne jamais la revoir et la culpabilité de ne pas avoir été un meilleur mari. Les nuits étaient les pires.
Seul dans le manoir, Didier s'asseyait sur la terrasse, regardant l'horizon, son téléphone à la main, espérant que le prochain appel serait d'elle. Chaque sonnerie de téléphone faisait bondir son cœur, mais, jusqu'à présent, aucun appel n'apportait de bonnes nouvelles. La disparition de Louise bouleversa non seulement la vie de Didier, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Elle était devenue une énigme, un vide impossible à combler, tandis que les questions restaient sans réponse et que la tension continuait de s'accroître. Qu'était-il arrivé à Louise? Où était-elle partie? Et surtout, était-elle encore en vie? Ces questions, pour l'instant, restaient sans réponse. La disparition de Louise prit des proportions de plus en plus importantes. Au fil des jours, sans aucune piste concrète, la police intensifia ses investigations. Didier, qui était initialement perçu comme un mari angoissé et coopératif, vit sa situation changer radicalement lorsqu'un élément inattendu fut révélé. Les enquêteurs découvrirent que Didier était le seul bénéficiaire d'une police d'assurance vie souscrite par Louise, avec un montant substantiel qui serait versé en cas de décès ou de disparition prolongée. Cette information fit l'effet d'une bombe dans l'affaire. Pour les enquêteurs, le mobile financier potentiel plaçait Didier directement au centre des soupçons. Il tenta d'abord de se défendre. « Cette police était une décision commune », affirma-t-il. « Je n'ai jamais imaginé que cela serait utilisé contre moi. » Mais ces paroles convainquirent peu l'équipe chargée d'analyser chaque détail de l'affaire. La situation s'aggrava lorsque la police procéda à une nouvelle perquisition dans le manoir. Lors de l'investigation dans la chambre du couple, ils découvrirent des traces de sang appartenant à Louise dans la penderie. Des échantillons furent prélevés et les analyses confirmèrent qu'il s'agissait bien du sien. De plus, des morceaux de vêtements déchirés qui semblaient appartenir à Louise furent retrouvés dans une poubelle près de la chambre. Comme si cela ne suffisait pas, les enquêteurs découvrirent que les enregistrements des caméras de sécurité du manoir avaient été effacés le jour de la disparition. Didier déclara ne pas savoir comment cela avait pu se produire. « Les caméras sont automatiques, je ne m'en occupe pas. Quelqu'un a peut-être piraté le système, affirma-t-il, mais son explication fut accueillie avec scepticisme. Les policiers commencèrent à établir un tableau accablant. Le sang, les vêtements déchirés, l'effacement des caméras, et le fait que Didier soit le principal bénéficiaire de la police d'assurance formaient des éléments qui indiquaient quelque chose de bien plus sombre qu'une simple disparition. La révélation de ces preuves provoqua un scandale. Les médias ne tardèrent pas à transformer Didier en le méchant d'une histoire qui semblait autrefois être un conte de glamour et de succès. Les gros titres le décrivaient comme le principal suspect, tandis que les émissions de télévision exploraient chaque aspect de l'affaire, y compris l'historique du mariage et les tensions récentes entre lui et Louise. La famille de Louise fut outrée. Ceux qui, au début, soutenaient Didier et lui apportaient leur aide, refusèrent désormais de lui adresser la parole. « Tu nous as enlevé Louise », déclara sa sœur lors d'une conférence de presse, les larmes aux yeux. « Elle te faisait confiance et maintenant tout pointe vers quelque chose d'horrible que nous ne pouvons accepter. » Didier, quant à lui, était sous le choc. Il nia catégoriquement toute implication dans la disparition de Louise et insistait sur le fait que les preuves avaient été fabriquées. « J'aimais Louise », répétait-il, épuisé dans ses déclarations. « Jamais je n'aurais pu lui faire du mal. » Malgré ses dénégations, les éléments de l'affaire étaient trop accablants pour être ignorés. La police, après consultation avec le procureur, décida d'inculper Didier pour la disparition de Louise et de le placer en détention provisoire en attendant le procès. Le jour où il fut conduit en prison, Didier semblait un homme brisé. Habillé simplement et escorté par des policiers, il gardait la tête baissée tandis qu'il montait dans le véhicule. Les flashs des caméras et les cris de la foule rassemblée devant le commissariat rendirent le moment encore plus tendu. Dans sa cellule, il n'avait pour seule compagnie que le temps et ses pensées. Il passait en revue chaque instant, essayant de comprendre comment sa vie avait pu en arriver là. Quelqu'un essayait-il de lui tendre un piège? Qui aurait eu accès au manoir et des raisons de l'incriminer? Ces questions le tourmentaient, mais aucune réponse ne semblait plausible. Pendant ce temps, l'affaire continuait de mobiliser l'opinion publique. Les amis de Louise, la famille et les militants exigeaient que justice soit faite, tandis que Didier attendait, isolé, le déroulement d'une enquête qui semblait de plus en plus sombre. L'homme qui avait autrefois été un magnate respecté faisait désormais face au regard implacable de la société et de la justice.
Pour Didier, la question n'était pas seulement de prouver son innocence, mais aussi de découvrir la vérité sur la disparition de Louise avant que tout ne soit irrévocablement détruit. Didier tentait de s'adapter à la dure réalité de la détention provisoire. Cette nuit-là, dans le silence oppressant, alors qu'il cherchait un moment de paix au milieu du chaos, sa cellule fut ouverte. Un gardien se tenait devant lui, un homme au visage vaguement familier. « Sors maintenant », ordonna-t-il d'une voix basse mais ferme. Didier, méfiant, refusa. Quelque chose n'allait pas. Avant qu'il ne puisse réagir, un autre détenu entra dans la cellule, brandissant un couteau de fortune, manifestement décidé à l'attaquer. Mais Didier n'était pas un homme ordinaire. Depuis l'âge de 7 ans, il s'entraînait à la boxe et maîtrisait l'art de la défense. Avec des réflexes rapides, il esquiva l'attaque et frappa l'agresseur avec un coup précis, le mettant à terre. Le gardien, voyant le plan échouer, se jeta aussi sur lui. Didier, une fois de plus grâce à ses compétences, asséna un coup puissant à l'homme, le mettant KO. Le bruit et les cris de Didier attirèrent d'autres gardiens qui arrivèrent ensemble pour calmer la situation. L'agresseur et le gardien furent arrêtés et Didier, encore essoufflé, commença à assembler les pièces du puzzle. Il se souvint du visage du gardien. Louise l'avait déjà présenté au manoir, le qualifiant de camarade de salle de sport. La police ouvrit une enquête sur le gardien. Lors de l'interrogatoire, ils découvrirent qu'il avait un frère, nommé Pierre, qui travaillait comme coach sportif dans la même salle que Louise fréquentait. Lorsqu'ils tentèrent tard de localiser Pierre, ils apprirent qu'il avait disparu peu après la disparition de Louise. En suivant la trace de la carte bancaire de Pierre, les policiers réussirent à le retrouver dans un état voisin. À leur arrivée, ils trouvèrent sa Louisante à ses côtés. L'affaire, qui regorgeait déjà de rebondissements, prit une tournure encore plus inattendue. Sous pression, Louise avoua toute la vérité. Elle et Pierre étaient amants depuis plus d'1 an. Sa décision de devenir coach sportive n'était qu'un prétexte pour passer plus de temps avec lui. Lorsqu'elle tomba enceinte de Pierre, elle tenta de convaincre Didier d'accepter une insémination artificielle pour cacher la véritable paternité de l'enfant. Mais Didier refusa catégoriquement, car il n'acceptait pas ce genre de solution et envisageait uniquement l'adoption. Désespérée et consumée par la haine, après avoir été contrainte de mettre fin à sa grossesse, Louise et Pierre ont élaboré un plan sombre, incriminer Didier pour sa disparition, s'assurant qu'il soit emprisonné. Le frère de Pierre, le gardien complice, avait pour mission d'éliminer Didier en prison, mettant ainsi un terme définitif au problème. Après la mort de Didier, Louise prévoyait de réapparaître, affirmant avoir été kidnappée et retenue en captivité sur son ordre. L'histoire aurait été parfaite pour justifier son absence et protéger Pierre. Avec les aveux de Louise et les preuves contre Pierre et son frère, tous furent arrêtés pour tentative d'homicide, fraude et conspiration criminelle. Didier fut enfin libéré. En sortant de prison, il était soulagé mais profondément marqué. L'homme autrefois accusé à tort et presque assassiné devait maintenant reconstruire sa vie. L'affaire eut une répercussion nationale, choquant le pays avec les détails macabres du complot. Didier, autrefois perçu comme un coupable, fut innocenté et reçut des excuses de tous, y compris de la famille de Louise, qui ne pouvait croire qu'elle ait pu commettre une telle cruauté. Des années plus tard, Didier retrouva le bonheur. Il se maria avec une femme qui partageait ses valeurs et sa vision de la famille. Ensemble, ils adoptèrent 2 enfants, donnant à Didier le rôle de père qu'il avait toujours rêvé d'exercer. Il parlait souvent de la joie que ses enfants avaient apportée à sa vie. « Je n'aurais jamais imaginé pouvoir être aussi heureux », déclara Didier lors d'une interview quelques années plus tard. « Ils sont ma plus grande joie et la preuve qu'il y a toujours un nouveau départ, même après les périodes les plus sombres. » L'histoire de Didier est un rappel que, même face aux pires adversités, il est possible de renaître et de trouver le bonheur là où on l'attend le moins. Lui, qui fut victime d'un complot cruel, est devenu un symbole de résilience, d'amour et de dépassement de soi. L'histoire de Didier est bien plus qu'un récit de survie. C'est un témoignage de la force humaine face à l'adversité, de la capacité à se relever lorsque tout semble perdu. Pour lui, le chemin vers le bonheur fut douloureux et semé d'embûches, mais au bout du compte, il révéla des leçons qui transformèrent sa vie. Didier a appris que la véritable richesse ne réside pas dans l'argent, mais dans les liens sincères que nous cultivons.
Il a compris que même lorsque le monde semble s'écrouler, il y a toujours de la place pour un nouveau départ. Cette expérience lui a appris à valoriser ce qui est authentique, à être reconnaissant pour le présent et, surtout, à ne jamais laisser l'amour et l'espoir s'éteindre. Ces enfants, qu'il appelle ses miracles de la vie, ont illuminé son chemin. Ils m'ont appris que l'amour ne dépend pas des liens du sang, mais de l'engagement, de la dévotion et de l'affection inconditionnelle, déclara Didier dans une interview. Chaque rire de ses enfants, chaque petit moment partagé, lui rappelle que le bonheur n'a pas besoin d'être grandiose. Il réside dans les détails du quotidien. Malgré tout ce qu'il a enduré, Didier trouva la force de pardonner. Ce ne fut pas facile, mais il comprit que le pardon est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes, un moyen de libérer le cœur du poids, du ressentiment. Il n'oublia pas, mais choisit d'avancer sans porter la haine qui aurait pu le consumer. Didier apprit également que les moments difficiles peuvent nous transformer. « Je ne suis plus l'homme que j'étais », admit-il. « Aujourd'hui, je vois ce qui compte vraiment. Les voitures, les villas, l'argent, rien de tout cela ne remplace l'amour véritable, le rire d'un enfant ou l'étreinte de ceux qu'on aime. » Didier devint un défenseur des secondes chances, participant fréquemment à des conférences et événements sur la résilience et l'adoption. Il partage son histoire avec un cœur ouvert, dans l'espoir d'inspirer d'autres à trouver leur force face à leurs propres défis. « Si j'ai appris quelque chose, c'est que la vie peut être cruelle, mais elle peut aussi être incroyablement généreuse, dit-il. J'ai perdu beaucoup, mais j'ai gagné quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, l'opportunité de construire un nouveau type de bonheur, fondé sur l'amour, l'empathie et la gratitude. » En fin de compte, l'histoire de Didier n'est pas seulement celle de ce qu'il a surmonté, mais aussi de la façon dont il a choisi de vivre après cela. Il nous enseigne que, même dans les jours les plus sombres, il y a une promesse de lumière, et que même lorsque nous sommes trahis ou blessés, l'amour peut être reconstruit, pas avec les mêmes pièces, mais avec de nouvelles fondations, plus solides et durables. Aujourd'hui, Didier vit pour ce qui compte vraiment. Sa famille, ses enfants et le bonheur qu'il a trouvé en devenant père. Il est la preuve vivante que les moments les plus difficiles peuvent nous façonner pour devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Et que l'amour, cet amour vrai et inconditionnel, est toujours la réponse, même lorsque le monde semble nous tourner le dos. Je regarde mes enfants et je vois l'avenir. Je vois l'espoir, je vois l'amour. Et au final, c'est cela qui compte. C'est cela qui nous maintient en vie.